François, bon, les carnets, je vous ai dit 3 fois Gulliver, je viens juste de terminer, c'est la version folio tout simplement, mais c'est aussi celle du Pléiade, c'est une traduction de Jacques Ponce avec une intro de son fils Maurice Ponce, elle date de 1964, et tout ce qu'on avait auparavant, c'était j'allais dire un brave abbé, que c'est pas bien de dire ça, mais c'était une édition si classique, l'abbé Desfontaines, qui était un contemporain de Swift. Il y a une lettre incroyable de Swift à cet abbé Desfontaines, justement, sur le fait que, bon, vous avez simplifié, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Puis de toute façon, les traducteurs, pour faire valoir leur propre travail, ils sont bien obligés de faire valoir le travail de celui qui le traduise. Mais cette trad-là ouais, j'avais laissé passer trop de temps sans Gulliver. Alors on est juste après Rabelais, juste après. Allez, un bon siècle et demi, oui, mais bon, Rabelais, il est très présent pour Swift, c'est-à-dire qu'on mesure là, à 150 ans de distance, comment Rabelais invente des outils et des territoires de fiction. Ce qui ne veut pas dire que Rabelais les ait inventés. Il y a toujours ce thème fascinant chez Gulliver, Cap de Bonne-Espérance, Madagascar, et après, tout au loin, il y a le Japon, il n'y a que les Hollandais qui ont droit d'y aborder, et encore à condition de marcher sur un crucifix au moment où ils entrent sur l'île. Et puis, dans cette zone inconnue du Pacifique sont des îles. On est lâché sur une côte sauvage, oui, mais au-delà, il y a des montagnes, et puis au-delà des montagnes, il y a encore des terres, et ça s'en va. Ça peut rejoindre la Californie et tout ça, mais ces zones indéterminées sur la mer vont être une exploration, là, on va revenir cette fois jusqu'à ce texte ultime qui est si étrange, comment j'avais tellement zappé de ma mémoire. On arrive à une île habitée par des chevaux, une espèce de race, d'espèce, c'est des animaux, et on les utilise comme tels. Gulliver fera des chaussures en cuir de yaourz, et ces yaourz, il en prendra même plutôt un jeune pour faire sa semelle de chaussures, parce que la peau des vieux est trop coriace. Mais cette espèce, elle est agressive, elle ne dispose pas de raison. Par contre, une fois, alors qu'il se baigne dans la rivière, il se fait agresser par une jeune yaourz, et là, ça va tout remettre en cause. C'est-à-dire que ces chevaux qui occupent l'île et asservissent ces yaourz, Gulliver, qui prétend être un voyageur égaré d'une nation civilisée, est bien plus proche des chevaux utilisant langue et raison que de ces yaourz sans langage articulé et de mœurs primitives. Mais jamais il n'arrivera, c'est ce qui conduira les chevaux à demander qu'on leur envoie. Et c'est fascinant ce texte, parce qu'il apprend la langue cheval, et il triche à peine. C'est-à-dire les chevaux avec leurs sabots ont quand même une fonction préhensile là, du sabot avant. C'est-à-dire que la question de l'outil, évidemment, il comprend en quoi ethnologiquement ou anthropologiquement ça peut être décisif, mais ces chevaux sont pacifiques. Comment une communauté peut vivre sans avoir besoin de réguler la violence? Et si on n'a pas besoin de réguler la violence, parce qu'elle ne fait pas partie de ce que vous concevez de la relation à l'autre, alors à ce moment-là, la relation à la mort va être différente, la relation parent-enfant va être différente, mais reste toujours cet asservissement. Et à mesure que qu'est-ce qui fait l'avancée narrative linéaire? C'est l'apprentissage par le narrateur, donc Lemuel Gulliver, de cette langue avec des mots qui sont des hennissements, c'est-à-dire une langue hennie qui ensuite restera sa façon même de prononcer l'anglais. Et à mesure qu'il progresse, il informe ses chevaux
doué de raison, d'organisation sociale, de ce que sont les chevaux dans l'asservissement du début du XVIIIe siècle. En Angleterre, en France et tout ça, ça n'a pas d'importance, mais les chevaux pour les transports et le trait, les chevaux pour les labours, les chevaux pour les écuries de course, les chevaux pour la viande et l'équarrissage. C'est-à-dire ce qu'ils présentent aux chevaux de là-bas, c'est la figure inverse du traitement qu'ils font subir à cette espèce-là, les yaos, qui sont évidemment des hominidés. Et ce texte est tellement étrange. Pourquoi ? Parce qu'il va revenir. Il va revenir, il se cache, il ne veut pas revenir. Il ne supporte plus le rapport même avec l'espèce humaine, puisque ça l'identifie à ces yaos qui sont de mœurs tellement avilies, vivant dans leurs excréments, vivant eux dans une violence qu'ils s'appliquent d'abord à eux-mêmes, et c'est presque de force qu'un capitaine portugais l'accueille, le ramène, le réhabille, le rééquipe, et finit par le renvoyer en Angleterre. Et non seulement il ne supportera plus l'espèce humaine, mais ce qui le choque, c'est l'odeur. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, il arrivera à supporter que sa femme et lui vivent ensemble, puisque ce retour, c'est toujours comme réémerger verticalement. Ah tiens, je suis chez moi, il y a ma femme et mes enfants. Ah tiens, il y a un enfant de plus. Mais même ça lui sera insupportable. Et à la fin, Gulliver passe son temps dans une écurie, donc il a acheté 2 chevaux, et il passe 4 ou 5 heures par jour à parler à ces chevaux. Étrange fin, mais Rabelais c'est pareil. La fin est ouverte. Alors, une autre figure, ça se passe auparavant dans cette île avec une île flottante au-dessus. Mais finalement, il part, il rejoint un port de mer, je vais retrouver le nom, Maldonado. Mais dans ce Maldonado, il n'y a pas de bateau avant plusieurs mois. De bateaux susceptibles d'avoir traversé l'inconnu pour repartir dans ce qui est pour lui le connu. Alors à mesure qu'il s'établit là, on lui propose d'aller visiter justement une île à l'écart, et de Maldonado donc arrive à l'île de Glubdubdrib, excusez-moi la prononciation, mais c'est très étonnant. Ça aussi on a ça chez Rabelais. La création linguistique est une affaire de lettres et pas même de phonie, c'est-à-dire qu'on installe dans le texte une zone imprononçable, et cette zone imprononçable est l'image de l'inconnu. Et si on interprète correctement le mot, Glubdubdrib signifie île des sorciers, 3 fois moins grande environ que celle de White, et d'une extrême fertilité. Elle est gouvernée par le chef d'une tribu dont tous les membres sont magiciens. Il ne se marie qu'entre eux. Le doyen d'âge est automatiquement prince ou gouverneur. Celui-ci habite un fort beau palais dans le parc, etc. Le gouverneur emploie pour son service domestique des serviteurs d'un genre assez particulier. Grâce en effet à ses talents de nécromancien, il a le pouvoir de faire sortir des enfers tous les revenants qu'il veut et leur confier du travail, à condition que ce ne soit pas pour plus de 24 heures. Alors ces figures-là de traverser des enfers, bien sûr on l'a dans le Pantagruel de Rabelais avec François Villon. J'en ai fait une lecture bien récemment, mais là, oui, tout d'un coup, ça, c'est la combinaison logique de Jonathan Swift. Tu as le droit de faire revenir tous les morts, tous les spectres, tous les fantômes de toutes les époques. Et on va avoir une longue digression, là, où on va rectifier l'histoire humaine par comparution de ces morts. Mais ces morts ne peuvent être là que pour un temps très limité. Simplement, le réservoir en est infini. Ben voilà, vous avez 2 heures pour vous faire une fiction. Et non seulement, là, donc, il a quitté ce continent avec une île flottante et puis des villes dessous. On l'a fait redescendre, il va jusqu'à cette ville du bord de mer. Là, il s'en va donc dans cette île où sont les spectres et les magiciens. Et là, on va l'envoyer encore une autre fois visiter un autre endroit qui s'appelle Lougnag. J'ai trouvé un bateau en partance pour Lougnag.
Les deux gentilshommes ainsi que plusieurs autres personnes eurent la générosité, l'amabilité de me fournir des provisions de route et de m'accompagner. Le voyage dura 1 mois. Nous essuyâmes une tempête, dûmes naviguer vers l'ouest pour profiter des vents alizés qui se matinrent pendant 60 lieues. Le 21 avril, nous entrâmes dans la rivière de Clonmacnoise, bord de mer situé à l'extrémité nord. Vous voyez ? Où est-ce que c'est sur la carte? Et d'autant plus que Swift, lui, il écrit tout ça à Dublin, dont il est parti dans ses études pour aller à Leiden, ce qui fait qu'il se revendique. Il fait que son personnage de Gulliver est en permanence quelqu'un qui participe d'un multilinguisme, pratique de nombreuses langues, a de la facilité à apprendre les langues, mais son apprentissage de chaque nouvelle langue va être la structuration même du récit. C'est ça. Je crois que quand j'ai lu la première fois Gulliver, que j'avais 20 ans, il y a si longtemps, un demi-siècle, quelque chose comme ça, et je ne pouvais pas m'intéresser à ces questions-là. C'est pas ça que je retenais. Alors là, il parle une langue là, de ce premier continent, celui de l'île, Balbinabi. Il arrive donc dans ce Lugnag. Oui, il y a des questions de douane, des questions d'interprète, des questions toujours de hiérarchie sociale. C'est-à-dire que partout où il va, et en tant que naufragé, il est asservi, donc il part toujours de ses maîtres. C'est une condition d'aller où chaque fois, c'est pas le voyageur. Il y aura une description dans le livre des chevaux des pratiques coloniales, des pratiques d'exaction coloniale, de la piraterie, du meurtre, et comment ces pratiques dans la métropole, on pardonne, on amnistie les pirates parce qu'ils amènent à la couronne impériale le profit de leur massacre. Et là, c'est un passage à charge terrible, puisque de quel droit on accomplit ça, alors que, justement, dans l'île des chevaux, il n'y a pas du tout cette prétention à l'asservissement de l'autre. Et ça, évidemment, c'est des choses qui sont possibles 150 ans après Rabelais, mais donc on n'a pas... Il n'y a pas de dette. N'empêche, ce Lugnag, qu'est-ce qu'il va y avoir à Lugnag? On l'informe qu'une partie de la population est constituée d'immortels. Et ça, Jorge Luis Borges, il y a plus trop la peine de s'interroger où est-ce qu'il a pris ensuite, lui, ses propres immortels. Les Lugnagiens sont un peuple poli, généreux, ils ne sont pas certes exempts de cet orgueil qui est la marque propre de toute nation orientale, mais ils se montrent pleins d'égards envers les étrangers, surtout quand ceux-ci sont bien vus en cour. Je me fis beaucoup de relations dans la meilleure société, et grâce à mon interprète qui ne me quittait pas, je pus tenir des conversations qui ne manquaient pas d'agrément. Un jour, dans une réunion de gens fort distingués, certains seigneurs me demanda si j'avais jamais vu un de leurs Strulbrugs, comme ça s'écrit, ou immortels. Je répondis que non, que j'étais curieux de savoir dans quelle acception ce terme s'applique à une créature mortelle. Et il me dit qu'on voyait parfois dans une famille naître un enfant marqué au front, juste au-dessus du sourcil gauche, d'une petite tache rouge de forme circulaire, qui était un signe infaillible d'immortalité. Son diamètre, précisait-il, était au début celui d'une pièce d'argent de 3 pence, mais on la voyait augmenter avec l'âge du sujet, et la couleur de la marque était de même variable. À 12 ans, elle tournait au vert, à 25 ans au bleu foncé, à 45 ans elle devenait noire comme du charbon. La tache avait alors la taille d'un shilling anglais et ne changeait plus. Il ajouta que de pareilles naissances étaient extrêmement rares, que dans tout le royaume on ne devait pas compter plus de 1100 Strulbrugs des deux sexes, dont une cinquantaine peut-être vivaient dans la capitale. On connaissait en province une petite immortelle de 3 ans. L'immortalité n'était pas le privilège de certaines familles, mais l'effet du hasard, et même les enfants de 2 Strulbrugs naissaient aussi mortels que le reste de la nation.
J'avoue que ces révélations me causèrent une joie indicible, et comme mon interlocuteur comprenait le balni-barabien que je parlais couramment, je me lançai aussitôt dans une tirade un peu trop enthousiaste. Et quand ces tirades, alors nous on est habitué dans Gulliver à avoir ces alternances, c'est-à-dire que parler à l'autre, c'est-à-dire c'est parler depuis le point de vue narratif de l'autre. Donc ce qu'on exprime, et ça aussi c'est comme le quart livre de Rabelais, où chaque île explorée devient une satire du pays qu'on a laissé, c'est une description légitime de la vieille Angleterre, ou en tout cas de nos conceptions occidentales du monde, mais comment elles valent pour le regard de l'autre. Donc le narrateur là s'embarque pour 3 pages, 4 pages, bah ouais, on a le temps de lire au début du XVIIIe siècle, dans tout ce que pour lui semble, tout ce qui à lui semble magnifique, prometteur, dans le fait d'être immortel. Oh, on est débarrassé de ce qui crée notre condition d'homme périssable. J'avoue que ces révélations me causèrent une joie indicible. Heureuse nation où tout enfant naît avec une chance d'être immortel. Heureux peuple qui bénéficie de tant d'exemples vivants de la vertu antique, qui trouve des maîtres sachant lui enseigner la sagesse de tous les temps passés. Mais 1000 fois plus heureux encore, ces excellences Trollbrougs exemptés dès leur naissance du malheur qui guette la race des hommes, capables par conséquent de garder leur esprit libre, dégagé, d'avoir des pensées affranchies de cette lourdeur et de cette tristesse que cause l'appréhension continuelle de la mort. Le gentilhomme à qui j'adressais ce discours, avec un sourire teinté de pitié, comme on en adresse aux ignorants, déclara très heureuse ma décision de demeurer dans le pays, quel qu'en eût été le motif, mais etc. Et là, on approfondit. Ah, qu'est-ce que ce serait? Comment il ferait, lui, s'il était immortel? Oui, si j'avais la chance de naître Trollbrougs, à peine aurais-je distingué entre la vie et la mort. Prenant la conscience de mon immense privilège, je prendrais la décision de mettre tout en œuvre pour devenir riche. Bah, d'abord, le flouze. Et puis, je ne songerais pas à des remariages après la 60aine. Mais je pratiquerais une large hospitalité sans être pourtant prodigue. Je prendrais plaisir à former, à diriger l'intelligence de jeunes gens, pleins de promesses, leur faisant acquérir, à la lumière de mes souvenirs, de mon expérience, de mes observations, le tout appuyé sur de nombreux exemples, la conviction que la vertu est indispensable à la vie publique comme à la vie privée. Je choisirais mes compagnons ordinaires entre ceux qui jouiraient comme moi du privilège de l'immortalité. J'en réunirais un groupe d'une douzaine. Donc on a une utopie qui se crée. Thomas More est évidemment lui aussi présent chez Swift. Nous autres, Trollbrougs, nous mettrions en commun nos observations, nos souvenirs sur les temps révolus. Nous décèlerions les progrès insensibles de la corruption dans le monde et nous nous y opposerions pied à pied en prodiguant aux hommes nos avertissements, nos conseils, et peut-être que ceux-ci, joints à la puissante influence de notre exemple, saurait combattre efficacement la dégénérescence de la race humaine qui, non sans raison, on déplore de siècle en siècle. Je développais bien d'autres lieux communs, car dans leur désir de vie éternelle et de bonheur sur la terre, les hommes n'en sont jamais à court. Quand j'eus fini, que le fond de mon discours eût été traduit aux seigneurs qui m'entouraient, ils se remirent à discuter avec animation dans leur langue, et j'entendis fuser le bon nombre de rires. Et là maintenant, on va voir la description concrète des immortels. Ça m'a tellement surpris de tomber sur ce texte, peut-être que vous vous en souveniez, mais pas moi, que c'est juste là, les 3 petites pages à venir. On y va. Ce plan de vie immortel que vous avez tracé, me dit-il, est déraisonnable, absurde, parce qu'il implique la durée éternelle de la jeunesse, de la santé, de la vigueur. Quel homme serait assez fou, assez extravagant dans ses rêves pour partir d'un tel postulat? Le problème n'est pas d'organiser une vie toujours en son printemps, toujours comblée de bonheur, de santé, mais de supporter une existence
perpétuellement en butte aux misères de la vieillesse. Les hommes, bien sûr, auraient honte d'avouer que même à ce prix-là, ils choisiraient encore de ne pas mourir. Il n'empêche que dans les 2 royaumes de Balnibarbi et du Japon dont je vous parlais, j'ai observé que tous essayent de renvoyer leur mort à plus tard, de ne pas la laisser approcher. On ne m'a pas souvent parlé d'un homme qui eût désiré la mort, à moins d'être poussé à bout par la peine ou bien les souffrances. Vous-même, au cours de vos voyages ou dans votre pays, n'avez-vous pas constaté que cette disparition d'esprit est vraiment universelle? Après ce préambule, il me donna quelques détails sur la vie que les Strullbrugs menaient parmi eux. Jusqu'à 30 ans, ils ne sont pas différents des mortels, précisa-t-il. C'est à partir de cet âge qu'ils commencent à être mélancoliques et amers. Et ils le deviennent de plus en plus jusqu'à leur 80e année. C'est grâce à leur confidence qu'on connaît ces détails, car ils sont trop peu nombreux, à peine 2 ou 3 par génération, pour être l'objet d'une enquête générale. Quand ils atteignent 80 ans, un âge que ne dépassent guère les naturels de l'île, ils ont pour lot toutes les infirmités physiques et mentales des vieillards, plus une infinité d'autres qui naissent de l'atroce perspective de ne jamais en finir. Ils ne sont pas seulement entêtés, hargneux, cupides, susceptibles, vaniteux, bavards, mais incapables de toute amitié, même d'affection envers leurs descendants, qu'ils perdent de vue après la 2e génération. Ils ont 2 passions dominantes, l'envie et les désirs rentrés. Ce qu'ils envient, ce sont les vices de la jeunesse. Ce qu'ils désirent, c'est la mort des vieillards. Car quand ils pensent au premier, ils comprennent à quel point ils sont privés de tout genre de plaisir. Et de même, quand ils voient passer un convoi funèbre, ils se mettent à se lamenter. Quoi, gémissent-ils, les autres s'en vont au repos de la terre, et nous n'avons pas l'espoir d'y arriver jamais. Leurs seuls souvenirs remontent à leur jeunesse ou au début de leur âge mûr, et sont d'ailleurs fort incertains, de sorte que le plus lucide des immortels est encore beaucoup moins capable de vous renseigner sur les circonstances d'un fait passé que la tradition populaire. Le mieux qu'on puisse leur souhaiter, c'est de perdre toutes leurs facultés, de radoter complètement, car alors ils peuvent compter sur un peu de pitié, d'assistance, n'ayant pas le caractère si méchant. Quand il y a eu mariage entre 2 Strullbrugs, une généreuse loi du royaume le déclare dissous dès que le plus jeune des conjoints a atteint ses 80 ans. Car il y aurait sans doute une grave injustice à laisser un malheureux, condamné sans être coupable à une perpétuelle appartenance au monde, supporter par-dessus le marché le fardeau que représente une femme. Évidemment, tu reprends toujours le point de vue dominant. Dès qu'ils ont atteint cette limite de 80 ans d'âge, ils sont considérés comme morts civilement. Leurs biens échoient à leurs héritiers. Seul un petit capital est mis de côté pour leur permettre de vivre. Les plus pauvres sont alors entretenus aux frais de l'État. Après la mort civile, ils sont tenus pour inaptes à tout emploi, à toute profession. Ils ne peuvent ni acheter de propriété, ni passer un bail, ni être témoins en justice, tant civile que criminelle, même pas pour des questions de tenants et d'aboutissants. Toujours cette description de la société civile, une société où la religion n'appartient pas, enfin en tout cas n'appartient pas à la description. C'est ça, c'est ce qui fait la permanente double espèce de miroitement permanent de Gulliver. À 90 ans, ils perdent leurs dents, leurs cheveux. À cet âge, ils ne distinguent plus la saveur des aliments. Ils mangent, ils boivent n'importe quoi, sans éprouver de goût ni d'appétit. Leurs infirmités n'évoluent plus. Ils ne se portent jamais ni mieux ni plus mal. Quand ils parlent, ils ne trouvent plus leurs mots, même pour désigner les choses les plus simples. Ils vont jusqu'à oublier le nom de leurs meilleurs amis, de leurs plus proches parents. Pour la même raison, ils doivent renoncer à toute lecture. Alzheimer, c'est rien, mais renoncer à la lecture. La mémoire leur faisant défaut entre le début et la fin d'une phrase. Ça, Beckett, il saura s'en souvenir, dans Mal vu, mal dit, par exemple. Ils perdent ainsi la seule distraction à laquelle ils auraient encore droit. Comme la langue du pays évolue avec une grande rapidité, les Strullbrugs d'une époque sont incapables de comprendre ceux d'une autre. Au bout de 200 ans, aucun d'entre eux n'a plus qu'une poignée de mots communs avec les mortels qui l'entourent. Ils connaissent donc la disgrâce de vivre en étranger, dans leur propre pays. Qu'est-ce qui fait que tu es étranger? C'est que tu n'es pas d'ici? Non, c'est que la langue nous sépare.
Telle fut la description qu'on me fit des Strollbrooks, autant que je puisse m'en souvenir. J'eus plus tard l'occasion d'en voir 5 ou 6, tous d'âge différents, le plus jeune ne dépassant pas 200 ans. Mes amis venaient m'en montrer de temps en temps. Ils les avaient prévenus que j'étais un grand voyageur, que j'avais parcouru le monde, mais ils n'eurent pas l'idée de me poser des questions. Ils ne savaient que me demander un slumskudask, un petit souvenir de moi, façon pudique de mendier, slumkudas, malgré la loi qui le leur interdit strictement, puisque l'État est censé pourvoir à leurs besoins, si peu généreux soit-il. Il n'est personne qui ne les haïsse et ne les méprise. Le jour où l'un d'eux vient au monde est regardé comme néfaste. Leur naissance est toujours consignée avec soin. Un moyen de connaître leur âge est donc de consulter les registres publics, mais ceux-ci ne remontent pas au-delà de 1000 ans et n'ont pu être abîmés ou détruits. Le procédé le plus courant consiste donc à leur demander les rois ou les grands hommes dont ils se souviennent et de se reporter à un livre d'histoire, car infailliblement, le dernier prince dont le nom leur est resté dans la tête est monté sur le trône avant leurs 80 ans d'âge. Je n'ai jamais rien vu d'aussi répugnant, mais les femmes sont encore plus horribles que les hommes. En plus des difformités propres à l'extrême vieillesse, elles prennent une allure spectrale, toujours plus frappante au cours des siècles, qu'il faut renoncer à décrire. Quand il y en avait une demi-douzaine ensemble, je distinguais toujours la plus vieille, même quand elle n'avait qu'une ou deux centaines d'années de différence. Le lecteur comprendra sans mal qu'après tout ce que j'avais vu et entendu, mon ardent désir de vie éternelle s'était beaucoup refroidi. Gulliver voyage à Glugdubdrib et de Lugdubdrib à Lugnag parlant le Balnibaldi avant de se rendre au Japon et de finir par revenir en Europe de la condition des immortels. Et voyez comment à chaque page, autant on retrouve nous, Rabelais dans Swift, qu'on retrouve maintenant Borges ou Beckett dans Gulliver. On s'en fait une troisième demain, hein, d'accord ?